Lorsqu'il était enfant, Bruce Wayne, le jeune héritier de la famille la plus riche de Gotham, a vu ses parents mourir d'une simple balle dans une allée sordide. Et depuis, il est en croisade afin d'éradiquer le crime des rues de Gotham, dans le but qu'aucun enfant ne subisse ce que lui-même a subi. Il est devenu le Batman. Et si on vous le demande, vous diriez sûrement que Batman n'a jamais tué. C'est un super-héros costumé, qui défend la vie par-dessus tout, et qui a un code moral très strict. Mais en disant cela, vous auriez tort, car en effet, Batman a déjà tué dans divers autres médias, mais il a également tué dans les comics. Et aujourd'hui, je vais justement vous raconter une des histoires dans laquelle cela est arrivé. Mais avant de rentrer dans les détails, posons un petit peu le contexte. En 1988, la série Batman est écrite par Jim Starlin, qui écrira un peu plus tard le Gant de l'Infini chez Marvel. Le Gant de l'Infini qui fait intervenir un certain Thanos et un certain Gant de l'Infini qu'on a pu retrouver au cinéma il y a quelques temps. Jim Starlin commence depuis quelques temps à réécrire le personnage de Batman comme un personnage urbain, qui lutte contre les tueurs en série ou des criminels cruels. Le temps des vilains hauts en couleur qui se basent sur des pièges loufoques est bien loin. On pensera notamment à l'histoire du tueur des poubelles qui nous présente des meurtres très violents et assez graphiques pour l'époque. Mais non content de modifier le ton des histoires de Batman dans la série principale, Jim Starlin ainsi que Dennis O'Neil, éditeur de Batman à l'époque, vont tenter une nouvelle manière d'écrire et de vendre une histoire de super-héros. C'est ainsi qu'en mars 1988, le personnage de Batman va voir deux numéros majeurs sortir. Le premier, certainement le plus connu et qui aura eu le plus d'impact, vous le connaissez sûrement de nom, car il s'agit de Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland, un récit culte qui était extrêmement novateur pour l'époque, que ce soit dans le ton, dans la narration ou dans le dessin. Et si vous voulez vraiment vous rendre compte d'à quel point il était novateur et que vous n'êtes pas allergique aux vieux comics, et même peut-être que vous aimez ça, je vous conseille la collection Batman Chronicles qui commence à l'année 87 et qui va nous présenter toutes les histoires de Batman publiées à partir de ce moment-là. Le deuxième numéro marquant pour l'industrie des comics qui va sortir ce mois-ci est le premier numéro de Ten Nights of the Best. Dans celui-ci, Batman va être confronté à un nouveau vilain, Anatoly Kniazev, aussi appelé la Bête. Et je m'excuse tout de suite si jamais il y a des personnes qui parlent russe, je ne suis pas du tout calé sur la manière de prononcer les différents sons de la langue russe, donc il est très fort probable que je fasse quelques petites erreurs. Mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire, ça me permet d'apprendre, et puis ça aide toujours pour le référencement. Mais le vrai impact de ce numéro, ce n'est pas son vilain, même si on va s'y intéresser juste après. En effet, c'est surtout qu'il s'agit d'un renouveau dans la manière de penser et de vendre du comics. À cette époque, Jim Starlin avait en tête depuis quelques temps une histoire en 4 parties, et Dennis O'Neil cherchait à tester quelque chose en tant qu'éditeur pour augmenter les ventes de la série dont il s'occupait. Dennis O'Neil fait alors appel aux graphistes et aux personnes du marketing de chez DC pour modifier le logo de Batman le temps de 4 numéros, y accoler un sous-titre, ici The Night of the Best, et indiquer le nombre de parties qui composeront cette histoire. C'est l'apparition de la notion d'arc narratif chez DC Comics. Car si cette manière de sortir des chapitres plus ou moins autoconclusifs avait déjà fait ses preuves avec le Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli, lui aussi en 4 parties, il s'agit ici d'un tournant décisif, car l'équipe artistique derrière ces 4 numéros est en réalité l'équipe habituelle de la série, là où pour année 1, il s'agissait de noms reconnus dans l'industrie et présents seulement pour ces quelques numéros. En tout cas, c'est un succès, et d'après Dan Raspler, un ancien assistant éditorial de chez DC Comics, il s'agit même d'un pic de vente phénoménal, et c'est pourquoi la pratique s'est répandue depuis pour assurer régulièrement des sursauts dans les ventes d'une série. Encore maintenant, elle reste systématiquement utilisée par le marketing chez DC et chez Marvel. Elle a depuis perdu de son côté vendeur, mais elle a trouvé un successeur avec les events et les relaunchs. Mais on va pas pousser plus loin l'analyse pour aujourd'hui, car il nous reste encore beaucoup de choses à dire sur le récit en lui-même. Cependant, si une vidéo sur ce côté commercial, marketing de chez DC et Marvel t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le Batman 417 s'ouvre sur l'arrivée de deux hommes sur une plage avec pour comité d'accueil les agents de la DEA, une agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic de drogue. Et alors que les fédéraux exigent les papiers des deux hommes, ceux-ci se débarrassent rapidement et violemment de leurs opposants. On apprend alors rapidement qu'il s'agit d'Anatoly Kniazev, aussi connu de la CIA sous le nom de KGBiste, un agent d'une branche secrète du KGB, le Marteau, qui, lors de sa disparition suite à l'arrivée de Mikhail Gorbatchev, à la tête du parti, a lancé l'opération Skywalker. Cette opération s'appuie justement sur KGBiste, cet agent surentraîné aux arts martiaux et à l'assassinat, et dont la force est augmentée cybernétiquement, doit porter un coup d'arrêt à l'initiative de défense stratégique baptisée Guerre des Étoiles. Et là, il me semble important de faire une petite pause pour vous expliquer un petit peu le contexte historique dans lequel ce comics a été écrit. Et si vous dites, oui, mais il vient déjà de nous parler de pourquoi le comics a été écrit, oui, c'est vrai, mais là, on va pas parler du comics en lui-même, on va parler du contexte historique global, au niveau géopolitique. À la fin des années 70, les États-Unis et l'URSS se livrent une guerre froide. Or, en 1977, le chancelier ouest-allemand, Helmut Schmidt,
dénonce la menace que fait planer sur l'Europe occidentale le déploiement de missiles soviétiques, ceci menaçant les pays de l'OTAN alors que la Russie chercherait à asseoir une supériorité régionale sur l'Europe. Suite à cela, le 12 décembre 1979, l'OTAN décide de mettre en place 572 missiles américains sur le sol européen. Et c'est dans ce contexte que le 23 mars 1983, Ronald Reagan annonce le programme technologique baptisé Initiative de défense stratégique, IDS. L'objectif affiché serait de protéger les États-Unis des armes nucléaires adverses par un bouclier spatial détectant et détruisant les missiles balistiques ennemis dès leur lancement. Le déploiement commence en 1983, ce qui va conduire les deux blocs à entamer une course aux armements. Cependant, en 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir, prend la décision d'arrêter la course à l'armement et entreprend de se rapprocher des États-Unis. C'est ainsi qu'en 1987, les États-Unis et l'Union soviétique signent un traité prévoyant la destruction sous 3 ans de tous les missiles à charge nucléaire et à charge conventionnelle en Europe ayant une portée entre 500 et 5500 km. Et c'est donc dans ce contexte qu'a été écrit le récit Ten Nights of the Beast. Et ça explique plusieurs points du scénario. Bon, déjà, même si les relations se réchauffent entre les deux blocs, dans l'esprit des Américains, les Soviétiques restent des ennemis. Et il est assez simple pour les auteurs de créer un vilain en s'appuyant sur cela. Ces objectifs deviennent évidents et l'introduction peut se concentrer sur autre chose. Le petit problème, c'est que la situation, justement, elle s'améliore. Le vilain ne doit donc pas agir directement sous les ordres du parti, mais doit avoir une certaine indépendance vis-à-vis de celui-ci. C'est pourquoi Anatoly appartient à une branche secrète du parti qui ne veut pas que les relations s'améliorent et dont l'objectif est d'empêcher les États-Unis d'amener leur système de défense à un stade qui deviendra trop performant pour la force de frappe soviétique. Cela explique aussi la force et l'entraînement qu'ont subi Anatoly Kniazev, car il est le produit d'une époque dans laquelle on est dans une course à l'armement. Et comme KGBiste agit contre la volonté des plus hautes sphères du parti, ce dernier envoie un agent du KGB prévenir le FBI, la CIA et Gordon, car un indice laisse à penser que Gotham est la cible du KGBiste. Suite à cela, on apprend que 2 personnes reliées au projet Guerre des Étoiles ont été victimes d'accidents qui sont en fait l'œuvre du tueur, et que le FBI ne veut surtout pas de Batman dans cette affaire. Or, Batman est justement en train d'écouter la conversation grâce à un micro caché dans la veste de Gordon. Et avec tout ce qu'il vient d'entendre, il décide de se rendre au bureau de Jason Green, responsable de la sécurité des projets de l'IDS à Gotham. Et c'est justement là que KGB se trouve, pour tuer Jason Green, dans un costume qui est très particulier, on va dire. Batman arrive alors qu'Anatoly jette Jason Green du toit, et va donc tenter de le rattraper en freinant sa chute par tous les moyens possibles. Mais après s'être réceptionné sur le toit d'une des voitures en contrebas, il se rend compte que l'homme était mort avant de toucher le sol. Quelques heures plus tard, alors que la CIA commence à collaborer avec Batman, un 4e homme vient de mourir des mains du partenaire de KGBiste. On apprend que ses cibles sont au nombre de 10, et que 4 sont déjà mortes. La 5e, une mathématicienne, est retrouvée empoisonnée le lendemain matin, et le même jour, le conseiller du président doit aller à une collecte de fonds. Et malgré toutes les forces de la police en place, le partenaire du KGBiste réussit à empoisonner tous les convives et rejoint le soviétique avec Batman sur les talons. La poursuite est compliquée pour notre héros et va tourner à l'impossible, quand KGBiste va décider de faire foncer son véhicule sur un car rempli d'enfants. Batman réussit tant bien que mal à éviter l'accident, mais les 2 tueurs ont réussi à s'échapper. Bon, et là je pense que Batman aurait clairement pu retrouver la piste d'Anatoly Kniazev en posant des questions aux gens aux alentours, parce que le costume du tueur, il est quand même assez voyant, assez particulier, on le retient bien, et puis au-delà de ça, c'est quand même quelqu'un de cagoulé, d'assez impressionnant. Oui, il avait quand même les moyens de retrouver le tueur. Mais Batman abandonne rapidement et repart directement en Batmobile. Dans celle-ci, il discute avec Robin et arrive à la conclusion que quelqu'un renseigne les tueurs sur le déplacement des cibles. Il y a une taupe. Avec l'aide de Gordon, il entreprend donc de mettre en sûreté 2 cibles dans un lieu qui ne sera pas connu des autorités. Et tandis que l'agent du CIA et du KGB discutent course à l'armement, désarmement et politique, Batman s'en prend aux petites frappes de Gotham dans l'espoir d'obtenir une information. Et c'est le cas, car il arrive à retrouver le KGBiste et va engager le combat. Malgré l'utilisation d'une fléchette tranquillisante et d'un crochet du droit, Anatoly Kniazev reprend le dessus et en profite pour s'enfuir. La course-poursuite est très rythmée et les adversaires font tout leur possible pour se stopper l'un l'autre. Problème, Batman n'arrive pas à rattraper le tueur et va même finir par être semé. KGBiste remporte la première manche. Les victimes continuent de s'enchaîner et alors que l'agent du FBI exige de voir les 2 cibles que Gordon avait mises à l'écart, Anatoly fait exploser leur chambre. Puis, alors que Batman, Gordon et les membres du FBI cherchent à quitter l'immeuble par les ascenseurs, le KGBiste s'en prend à eux. Batman remonte le long des câbles, mais le tueur envoie des parpaings sur la cabine pour tuer ses occupants. Quand il voit enfin Batman, il lui tire dessus, le touche à l'épaule, et Batman contre-attaque avec ses fléchettes. La police arrive et met en joue l'assassin sans tirer immédiatement, instant que le KGBiste utilise pour se saisir de la hache d'urgence et tuer les forces de l'ordre. Il s'échappe par le toit grâce à une corde, Batman le suit, fait exploser la corde et profite du mou pour entourer la corde autour du bras d'Anatoly avant
de se laisser tomber, le tout dans le but de le bloquer jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais il a sous-estimé la détermination de l'agent russe, qui va se couper le bras pour pouvoir s'enfuir. Batman retrouve les forces de l'ordre et annonce la prochaine cible, le président des États-Unis, Ronald Reagan. L'affrontement final se prépare et Batman enlève le président pour le mettre en sûreté lui-même. Alors que le piège tendu par Batman est prêt, l'agent de la CIA rappelle à Batman que le KGBiste disposera sûrement de l'immunité diplomatique et sera renvoyé en Russie, tout cela sans payer pour le moindre crime. Et ici, Jim Starlin, le scénariste du récit, sème une graine dans l'esprit du lecteur. Batman ne devrait-il pas se débarrasser définitivement du tueur? Peu après, Robin empêche le partenaire de KGBiste de s'en prendre à Gordon, déguisé en président, tandis que Batman, qui connaît l'identité de la taupe, un simple agent du FBI, accompagne le véritable président. KGBiste apparaît, mais Batman le repousse, le traître est neutralisé et Batman donne la chasse à la bête dans les égouts. Cela débouche sur un combat violent qui marque les deux opposants et le KGBiste arrive à s'enfuir grâce à un gaz, mais Batman le poursuit. Le tueur se retrouve dans une voie sans issue et provoque Batman pour qu'ils règlent leur compte une fois pour toutes. Mais Batman va rester stoïque. Il n'a aucune raison de risquer sa vie, ça n'accomplirait rien, ça ne prouverait rien. Il décide de fermer la porte et de la condamner. Lorsqu'il remonte à la surface, l'agent de la CIA lui demande ce qui est advenu de la bête. Batman répond juste qu'elle ne sera plus un problème. Son interlocuteur est choqué, il comprend ce que cela induit, et on comprend à ce moment-là que Batman condamne le KGBiste. Ainsi, dans cette histoire, Batman va laisser mourir le KGBiste dans cette cellule improvisée. Car en effet, en ne renseignant personne sur ce qu'il est advenu du KGBiste, et en indiquant qu'elle ne posera plus jamais problème, il est sous-entendu que le tueur va mourir. On a donc un Batman qui va décider de sang-froid d'ôter la vie à l'un de ses adversaires. Et s'il le fait, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'il sait qu'il n'est probablement pas à la hauteur pour arrêter le KGBiste. Et donc, plutôt que de le combattre, de laisser son ego l'envahir, il va se débarrasser du problème d'une autre manière. Bon, et là moi j'avoue, ça me gêne un petit peu parce que Batman il est pas censé agir comme ça, il est pas censé être juge, jury et bourreau. Non, mais il faut reconnaître que Jim Starlin ose quelque chose de nouveau. Finalement, le numéro se conclut sur Alfred qui ramène Bruce au manoir déguisé en Ronald Reagan. Car tout ce temps, le véritable président était à l'abri. On a ici 4 numéros très importants, car ils s'incluent dans une évolution dans la manière d'écrire Batman. Il est pragmatique, parfois plus faible que ses adversaires, et il perd son côté justicier ou en couleur. Pour preuve, le fait qu'il tue de sang-froid. De plus, KGBiste est un ennemi implacable et capable des pires atrocités. Il est aussi bon que Batman, mais ne se met aucune limite. Il est un reflet déformé de ce que Batman aurait pu être s'il n'avait pas voué sa vie à la justice. Cependant, ce méchant, il va très vite mal vieillir, car si à la fin de ce numéro tout nous laisse croire qu'il est mort, eh bien ce n'est pas montré explicitement et DC va s'en saisir pour ramener le personnage sur le devant de la scène. Le problème, c'est que la guerre froide est en train de s'arrêter, et il sera donc remplacé sous peu de temps par un autre personnage dont nous reparlerons bientôt. La vidéo est maintenant terminée, et si celle-ci t'a plu, je t'invite à t'abonner et à mettre un commentaire, ça aide énormément pour le référencement et donc à donner plus de visibilité à la fois à la vidéo mais aussi à la chaîne. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.